Le 16 décembre 1941, 9 jours après que Pearl Harbor eut brûlé, le contre-amiral Chester Nimitz était assis à son bureau au bureau de la navigation à Washington. Le secrétaire de la marine Frank Knox le convoqua. La question était simple. Dans combien de temps Nimitz pourrait-il voyager ? Nimitz répondit « Cela dépendait de l'endroit où il allait ». Knox le regarda directement. « Vous allez prendre le commandement de la flotte du Pacifique, et je pense que vous serez parti longtemps. » La pièce devint silencieuse. Nimitz était un amiral, 2 étoiles, un officier de bureau, un sous-marinier, qui n'avait jamais commandé un cuirassé de sa vie. Et Franklin Roosevelt venait de lui ordonner de passer par-dessus 28 officiers généraux plus anciens que lui pour prendre le commandement du théâtre naval le plus critique de l'histoire américaine, pour hériter d'une flotte qui gisait sous des eaux huileuses au fond de Pearl Harbor. Le chef des opérations navales doutait de ses capacités. Le commandant en chef nouvellement nommé de la flotte des États-Unis l'appelait un amiral de bureau, plus apte à diriger une bureaucratie qu'un théâtre de guerre. Même Nimitz lui-même avait refusé ce commandement exact 10 mois plus tôt, disant à Roosevelt qu'il était trop jeune et que cela créerait un malaise substantiel. Mais le 7 décembre 1941, la marine des cuirassés mourut en 2 heures, et l'homme que personne ne voulait devint le seul homme qui pouvait la reconstruire. Voici l'histoire de comment un sous-marinier discret du Texas hérita d'une flotte brisée, garda l'état-major disgracié que tout le monde voulait renvoyer et transforma la guerre navale américaine en 6 mois. Voici l'histoire de décembre 1941, quand Roosevelt choisit l'amiral que personne ne voulait et changea la guerre du Pacifique pour toujours. L'amiral Husband Edward Kimmel savait que sa carrière était terminée avant que le dernier avion japonais ne disparaisse à l'horizon. Il se tenait dans son bureau de la base sous-marine, regardant la flotte du Pacifique brûler. Une balle de mitrailleuse calibre 50 usagée traversa la fenêtre et frappa sa poitrine. Elle ne laissa qu'une marque. « Cela aurait été miséricordieux si elle m'avait tué », murmura Kimmel à son officier des communications. Des témoins rapportèrent 3 mois plus tard qu'il arracha ses épaulettes 4 étoiles pendant que l'attaque se déroulait. Une reconnaissance symbolique que son commandement se terminait même alors que la fumée s'élevait encore de la rangée des cuirassés. La fin officielle arriva 10 jours plus tard. Le secrétaire Knox s'envola pour Pearl Harbor le 9 décembre pour évaluer personnellement le désastre. Il retourna à Washington le 14 décembre avec un rapport accablant pour le président Roosevelt. Knox constata que Kimmel et son homologue de l'armée, le lieutenant-général Walter Short, admirent qu'il ne s'attendait pas à une attaque aérienne et n'avait pris aucune mesure adéquate pour y faire face si elle survenait. Le 17 décembre 1941, exactement 10 jours après l'attaque, Kimmel fut relevé de son commandement. L'ampleur du désastre était stupéfiante. 2403 Américains moururent en 2 heures. La marine subit les plus grandes pertes. 2008 marins morts et 710 blessés. Le corps des Marines perdit 109 tués et 69 blessés. L'armée perdit 218 tués et 364 blessés. 68 civils moururent dans le chaos. Un seul navire représenta près de la moitié de tous les décès. L'USS Arizona, cuirassé numéro 39, coula avec 1177 hommes lorsqu'une bombe perforante fit exploser sa soute avant. La ligne des cuirassés fut dévastée, 5 cuirassés coulèrent complètement. L'Arizona fut une perte totale. L'Oklahoma chavira après 9 coups de torpille, 429 hommes morts. Il fut plus tard renfloué mais coula en remorquage en 1947 et reste au fond de l'océan à ce jour. Le California coula après 2 bombes et 2 torpilles. Le West Virginia coula après 7 torpilles et 2 bombes. Le Nevada fut échoué à Hospital Point après 1 torpille et 6 bombes. 3 autres cuirassés, le Pennsylvania, le Maryland et le Tennessee subirent des dommages mais restèrent à flot. L'ancien cuirassé Utah servant de navire cible fut perdu. Le mouilleur de mines Oglala chavira. Les destroyers Cassan, Downs et Shaw furent détruits en cale sèche. La commission Roberts, nommée par Roosevelt et présidée par le juge de la Cour suprême Owen Roberts,
jugea Kimmel coupable de manquement au devoir et d'erreur de jugement. Les défaillances spécifiques citées incluaient l'absence de reconnaissance aérienne à longue portée à 360 degrés, une mauvaise coordination avec le général Short et la sous-estimation des capacités japonaises. Kimmel avait demandé 250 avions de reconnaissance à Washington, mais ne les reçut jamais. De manière cruciale, les interceptions japonaises décodées ne furent jamais transmises à Hawaï. Kimmel ne parla pas avec Short du 3 au 6 décembre, malgré les indicateurs de renseignement croissants. Kimmel revint à son grade permanent de 2 étoiles. Il prit sa retraite au début de 1942. Il passa le reste de sa vie à chercher l'exonération. Une cour d'enquête navale de 1944 le disculpa largement. Une résolution du Sénat de 1999 demanda la restauration de son grade posthume. Aucun président n'a jamais agi en ce sens. Kimmel mourut le 14 mai 1968 à Groton, Connecticut. Sa réputation ne fut jamais officiellement restaurée, mais la question demeurait: qui pourrait possiblement reconstruire la flotte du Pacifique après cette catastrophe? L'establishment de la marine s'attendait à ce que Roosevelt choisisse un amiral de cuirassé, quelqu'un du parcours traditionnel vers le commandement de flotte, quelqu'un qui avait commandé les gros canons, quelqu'un qui comprenait la doctrine mahanienne des flottes de bataille, concentrée comme l'arme décisive de la guerre navale, quelqu'un d'ancien, quelqu'un d'éprouvé dans les commandements majeurs. Roosevelt ne choisit aucun de ces hommes. Chester William Nimitz ne correspondait pas au profil d'un commandant de flotte. Son parcours professionnel défiait toutes les voies traditionnelles vers le haut commandement, et il n'avait jamais commandé un cuirassé, le prérequis pour l'avancement dans la culture navale d'avant-guerre. Son expertise résidait dans les sous-marins. De 1909 à 1913, il commanda 5 bateaux différents. En 1912, il dirigeait toute la flottille sous-marine de l'Atlantique. Il était le plus grand expert de la marine en moteur diesel. Il avait été pionnier des techniques de ravitaillement en cours de route qui s'avéreraient critiques dans la campagne du Pacifique. Son seul service de pavillon sur cuirassé fut un bref passage, commandant la division de cuirassé 1 de 1938 à 1939, arborant son pavillon à bord de l'Arizona, maintenant un tombeau au fond de Pearl Harbor. Nimitz était un contre-amiral, 2 étoiles, un officier de bureau travaillant au bureau de la navigation, et Roosevelt lui ordonna de passer par-dessus 28 officiers généraux plus anciens que lui. Les vice-amiraux Wilson Brown, William Page et William Halsey furent tous écartés. L'amiral Harold Stark, chef des opérations navales, doutait des capacités de Nimitz. L'amiral Ernest King, le commandant en chef nouvellement nommé de la flotte des États-Unis, le considérait comme un amiral de bureau plus apte à diriger une bureaucratie qu'un théâtre de guerre. Le scepticisme était institutionnel et répandu. Plus remarquable encore, c'était la 2e fois que Roosevelt offrait à Nimitz le commandement de la flotte du Pacifique. En janvier 1941, 11 mois avant Pearl Harbor, Roosevelt voulait nommer Nimitz commandant en chef de la flotte du Pacifique. Nimitz déclina poliment. Il expliqua qu'il était trop jeune. Il dit que passer par-dessus 50 officiers générerait un malaise substantiel dans toute la marine. Il argua que cela minerait le moral et la discipline. Kimmel obtint le poste à la place. Après Pearl Harbor, de telles préoccupations s'évaporèrent. Roosevelt aurait dit à Knox de dire à Nimitz de filer à Pearl et de ne pas revenir avant que la guerre ne soit gagnée. Le calcul était stratégique et personnel. Roosevelt comprenait que la flotte du Pacifique avait besoin de quelque chose que la flotte de l'Atlantique n'avait pas. La guerre de l'Atlantique serait l'escorte de convois, la guerre anti-sous-marine et le soutien aux opérations amphibies en Europe. La guerre du Pacifique serait la frappe de porte-avions, l'interdiction sous-marine et le saut d'île en île sur de vastes distances. Le cuirassé était mort en tant que bras de frappe principal. Le porte-avions et le sous-marin étaient ascendants, et Nimitz, uniquement parmi les amiraux supérieurs, comprenait les deux. Roosevelt avait aussi besoin de quelqu'un qui pouvait reconstruire le moral sans attribuer de blâme, quelqu'un qui pouvait travailler en collaboration avec un état-major brisé, quelqu'un qui ne passerait pas son temps à régler des comptes ou à défendre l'indéfendable. Nimitz avait une réputation dans toute la marine comme un leader calme et stable. Son annuaire de l'Académie navale l'appelait un homme d'hier joyeux et de demain confiant.
Ce tempérament comptait plus que les références traditionnelles. En décembre 1941, le choix était un risque calculé, mais Roosevelt pariait sur le caractère, pas sur le curriculum vitae. Nimitz arriva à Pearl Harbor à 7 heures du matin le jour de Noël 1941. Il descendit d'un hydravion PAB de Hyrum Coronado près de la base sous-marine à l'est de Battleship Row. Il portait un costume civil. Ses premiers mots aux officiers qui attendaient furent révélateurs. Quelles nouvelles du secours de Wake ? Il demandait des nouvelles de la défense condamnée de la garnison de l'île contre des forces japonaises écrasantes. La question révélait ses priorités, l'offensive, pas la récrimination. Il visita le port en baleinière ce matin-là. La scène était apocalyptique. Des nappes de pétrole couvraient l'eau. Du bois carbonisé flottait parmi les débris. L'odeur était accablante. Le pétrole noir, la peinture brûlée et la chair en décomposition créaient ce qu'un observateur appela une atmosphère empoisonnée. Des coques renversées brisaient la surface. La superstructure de l'Arizona jaillissait de l'eau comme une pierre tombale. L'Oklahoma gisait sur le flanc, sa coque exposée. Les équipes de sauvetage travaillaient jour et nuit, découpant dans les compartiments, cherchant des survivants qui pourraient encore être piégés à l'intérieur. Le port était un cimetière. Ce soir-là, Nimitz dîna de Noël avec l'amiral Kimmel. Les deux hommes s'assirent ensemble dans ce qui dut être un moment extraordinairement difficile. Kimmel était un commandant disgracié dont la carrière était terminée. Nimitz était l'homme qui le remplaçait, choisi par un président qui avait écarté des dizaines d'officiers plus anciens. La conversation aurait pu être gênante, accusatrice ou froide. Au lieu de cela, Nimitz dit à Kimmel que la même chose aurait pu arriver à n'importe qui. C'était un sentiment généreux de la part d'un officier qui avait déjà conclu que la survie de la flotte dépendait de ce qui restait, pas de ce qui était perdu. La cérémonie de passation de commandement eut lieu le matin du 30 et 1 décembre 1941. L'emplacement était symbolique et inévitable. Chaque cuirassé à Pearl Harbor avait été coulé ou endommagé. Il n'y avait, comme Nimitz le nota vraiment, aucun autre type de pont disponible. Ainsi, la cérémonie eut lieu à bord du sous-marin USS Grayling, coque numéro SS 209, amarré à la base sous-marine de Pearl Harbor. Pour un sous-marinier de carrière, l'ironie était parfaite. L'ancienne marine des cuirassés avait été détruite. L'instrument de la nouvelle guerre du Pacifique, sous-marins, porte-avions et cryptanalyse, prenait maintenant le devant de la scène. Nimitz hissa son pavillon 4 étoiles au mât du Grayling. Il fut promu directement de contre-amiral à amiral complet, sautant entièrement le grade de vice-amiral. Il prit le commandement du commandant en chef par intérim de la flotte du Pacifique, le vice-amiral William Pye. La cérémonie fut brève. Ensuite, Nimitz s'adressa aux officiers rassemblés au bâtiment des torpilles. « Nous avons pris un coup terrible, mais je n'ai aucun doute sur l'issue finale. » Les mots étaient simples. Le message était clair. La flotte du Pacifique riposterait. Mais la première grande décision de Nimitz ne vint pas sur une passerelle, mais dans une salle de conférence. Les officiers d'état-major de Kimmel s'attendaient à être transférés dans la disgrâce. Le capitaine de corvette Edwin Layton, l'officier de renseignement de la flotte, supposait que sa carrière était terminée. Le capitaine de vaisseau Charles McMaurice, l'officier des plans de guerre, se prépara à une réaffectation. Chaque membre du cercle intime de Kimmel savait qu'il serait blâmé pour le désastre. Il n'avait pas anticipé l'attaque. Il n'avait pas positionné la flotte pour la défense. Ils n'avaient pas coordonné avec l'armée. Leur vie professionnelle, croyait-il, était terminée. Nimitz les réunit. Il parla de sa manière texane, calme et courtoise. Il exprima sa pleine confiance en eux, et il garda chacun d'eux. Quand Layton demanda le commandement d'un destroyer, s'attendant à ce que sa carrière de renseignement se termine dans l'humiliation, Nimitz refusa. « Je veux que vous soyez l'amiral Nagumo de mon état-major, » dit Nimitz. « Je veux chacune de vos pensées, chaque instinct, comme vous croyez que Nagumo pourrait les avoir. » Nagumo était le commandant de porte-avions japonais qui avait mené la frappe de Pearl Harbor. Nimitz disait à Layton qu'il voulait qu'il pense comme l'ennemi, qu'il anticipe les mouvements japonais,
qu'il devienne l'arme de renseignement principale de la flotte. Layton devint le seul officier d'état-major, outre le secrétaire du pavillon, avec la permission permanente d'entrer dans le bureau de Nimitz à tout moment. Il resta aux côtés de Nimitz pendant toute la guerre. 4 ans plus tard, Nimitz lui écrivit qu'il était plus précieux que n'importe quelle division de croiseurs. Cette décision révéla la philosophie de leadership de Nimitz. Il ne s'intéressait pas au blâme, il s'intéressait à la capacité. L'état-major de Kimmel connaissait la flotte du Pacifique, ses navires, son personnel, ses capacités et ses limitations mieux que n'importe quel remplaçant ne pourrait le faire. Il comprenait le tableau du renseignement. Il connaissait les officiers commandant les forces opérationnelles et les sous-marins. Ils avaient étudié la doctrine navale japonaise. Les renvoyer satisferait la colère publique, mais pas l'efficacité opérationnelle. Les garder envoyait un message à toute la flotte. Nous nous concentrons sur la victoire, pas sur le règlement de compte. Des observateurs décrivirent Nimitz comme ayant un sens de l'équilibre intérieur et du calme qui stabilisait ceux qui l'entouraient. Alors que MacArthur était dramatique et Halsey brillant, Nimitz était doux et détendu, un joueur d'équipe, un leader par l'exemple plutôt que par l'exhortation. Son approche était collaborative, pas autoritaire. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il posait des questions plutôt que d'émettre des déclarations. Les officiers qui servirent de sous ses ordres dirent plus tard qu'ils ne se sentirent jamais intimidés, seulement soutenus. Mais Nimitz comprenait autre chose ce décembre-là. L'attaque avait brisé plus que des navires, elle avait brisé la doctrine. La marine des États-Unis d'avant-guerre suivait les principes d'Alfred Thayer Mahan, mettant l'accent sur les flottes de cuirassés concentrées comme l'arme navale décisive. Les porte-avions étaient considérés comme des auxiliaires, utiles pour l'éclairage et la couverture aérienne, mais pas comme des navires capitaux capables de décider des engagements de flotte. Les cuirassés étaient la mesure de la puissance navale. Ils portaient les plus gros canons. Ils avaient le blindage le plus épais. Ils étaient les reines de la flotte. Les amiraux de porte-avions étaient subordonnés aux amiraux de cuirassés. La doctrine des porte-avions était subordonnée à la doctrine des cuirassés. Le 7 décembre mit fin à ce débat de manière permanente. L'Institut naval des États-Unis nota plus tard qu'avec le naufrage des cuirassés à Pearl Harbor, les grands porte-avions devinrent par la force des choses les reines de la flotte. Il n'y avait pas de choix. Les navires de ligne étaient au fond. Les porte-avions étaient opérationnels. Et les porte-avions pouvaient uniquement frapper à des portées au-delà du contact visuel. Ils pouvaient projeter la puissance sur des centaines de kilomètres. Ils pouvaient attaquer les flottes ennemies sans jamais les voir. L'ancienne doctrine mahanienne de duel d'artillerie, concentrée entre lignes de bataille opposées, était obsolète. Nimitz reconnut cela immédiatement. Il déplaça l'accent stratégique vers les porte-avions et la guerre sous-marine. C'étaient les 2 bras de la flotte, qui restaient intacts après le 7 décembre, et c'étaient non les 2 bras qui finiraient par vaincre le Japon. Les porte-avions domineraient le contrôle de la mer et soutiendraient les opérations amphibies. Les sous-marins étrangleraient la marine marchande du Japon et couperaient les matières premières des territoires conquis. Ensemble, ils mettraient le Japon à genoux. Mais d'abord, Nimitz devait restaurer la confiance. Il établit 4 priorités immédiates. Premièrement, restaurer la confiance dans la flotte elle-même. Deuxièmement, détourner la force japonaise des Indes orientales. Troisièmement, sauvegarder les communications vers Hawaï, Midway et l'Australie. Quatrièmement, tenir la ligne contre l'expansion japonaise ultérieure. C'étaient des objectifs défensifs appropriés pour une flotte qui venait d'être malmenée, mais Nimitz pensait déjà offensivement. En janvier 1942, Nimitz proposa des raids de porte-avions contre les bases japonaises. Beaucoup d'officiers considéraient l'idée trop risquée, la flotte se remettait encore. Les porte-avions étaient précieux et peu nombreux, perdre ne serait-ce qu'un seul serait catastrophique. Mieux valait économiser les ressources, argumentait-il, et attendre des renforts. Mais le vice-amiral Halsey se porta volontaire pour frapper les îles Marshall. C'était une réaction courageuse qui l'attacha définitivement à son commandant en chef. Les raids commencèrent le 1er février 1942. Ce furent les premières opérations offensives de la flotte du Pacifique.
Ils causèrent des dommages matériels limités, mais un bien psychologique énorme. La flotte ripostait, pourtant le tableau stratégique restait sombre. Même alors que Nimitz reconstruisait le moral et planifiait des contre-frappes, il hérita d'une flotte avec presque aucune capacité offensive. La ligne des cuirassés était brisée. Sur 8 cuirassés à Pearl Harbor le 7 décembre, 5 furent à couler et 3 endommagés. Seuls les 3 navires endommagés retourneraient rapidement au service. Le California et le West Virginia seraient finalement renfloués, réparés et remis en service. Ils participèrent à la bataille du détroit de Surigao en octobre 1944. Mais en décembre 1941, ils étaient des épaves inutiles. La capacité offensive qui restait était fragile. 3 porte-avions constituaient toute la puissance de frappe de la flotte du Pacifique. L'USS Enterprise, l'USS Lexington et l'USS Saratoga. Tous les 3 avaient été absents le 7 décembre. L'Enterprise était à 346 km à l'ouest d'Oahu, revenant de l'île Wake. Le Lexington était à 800 km au sud-est de Midway, livrant des avions. Le Saratoga était à San Diego, récupérant son groupe aérien. Leur absence fut une pure chance. Si ne serait-ce qu'un seul avait été au port pendant l'attaque, la situation stratégique aurait été bien pire. La force sous-marine resta intacte. 33 sous-marins assignés au commandement de la force sous-marine du Pacifique ne furent pas touchés. La base sous-marine elle-même ne fut pas endommagée. Cela s'avérerait d'une importance critique. Les sous-marins américains finiraient par couler plus de la moitié du tonnage marchand du Japon, paralysant la capacité de l'Empire à importer du pétrole, de l'acier et de la nourriture des territoires conquis. Mais en décembre 1941, la doctrine sous-marine était encore défectueuse. Les torpilles n'étaient pas fiables. La torpille Mark 14 avait des problèmes de contrôle de profondeur et un détonateur magnétique défectueux. Les commandants étaient trop prudents, formés au protocole de sécurité en temps de paix plutôt qu'aux tactiques de guerre agressives. Beaucoup revenaient de patrouilles ayant tiré peu de torpilles. Les tactiques étaient un peu sous-développées, axées sur les attaques en plongée, alors que les attaques de surface de nuit s'avéreraient bien plus efficaces. Nimitz corrigerait ces problèmes, mais cela prendrait du temps. Il remplaça les commandants prudents par des agressifs. Il poussa pour des améliorations des torpilles. Il encouragea les attaques de surface de nuit. En 1943, les sous-marins américains étranglaient le Japon. L'infrastructure qui survécut était tout aussi importante. Les Japonais ignorèrent les réservoirs de pétrole de Pearl Harbor. 4,5 millions de barils de carburant étaient stockés intacts. Si les Japonais avaient détruit ce pétrole, observa Nimitz plus tard, cela aurait prolongé la guerre de 2 ans supplémentaires. Les installations de réparation du chantier naval ne furent pas non plus endommagées. Ces ateliers permirent aux équipes de sauvetage de renflouer et de réparer les navires endommagés. Sans eux, chaque navire endommagé aurait nécessité un remorquage jusqu'à la côte ouest. Les capacités de réparation à Pearl Harbor furent déterminantes pour remettre la flotte en état de combattre, mais le moral restait le plus grand défi. La flotte avait été prise au dépourvu. L'attaque fut une humiliation. Chaque marin, chaque officier savait qu'ils avaient été surpris et battus. Certains se demandaient s'ils pouvaient rivaliser avec les Japonais, dont les pilotes avaient démontré habileté et audace à Pearl Harbor. D'autres se demandaient si la guerre était déjà perdue, si la conquête du Pacifique occidental par le Japon était irréversible. Nimitz devait changer cet état d'esprit. Il le fit par un leadership stable et de petites victoires. Les raids de porte-avions au début de 1942 démontrèrent que la flotte pouvait riposter. Les frappes de Halsey contre les îles Marshall et Gilbert en février montrèrent que les porte-avions américains pouvaient pénétrer les zones défensives japonaises. Le raid de Doolittle en avril, lançant des bombardiers B-25 de l'armée depuis l'USS Hornet pour frapper Tokyo, eut un effet tactique minimal mais un impact psychologique énorme. Il força le Japon à garder des chasseurs à la maison pour la défense. Il démontra l'audace américaine. La bataille de la mer de Corail en mai 1942, bien que tactiquement ambiguë avec les 2 camps perdant des porte-avions, fut stratégiquement décisive. C'était la première fois que l'avancée japonaise était stoppée.
L'invasion de Port Moresby fut annulée, l'Australie demeura en sécurité, puis vint Midway en juin 1942. Nimitz, s'appuyant sur les renseignements de Layton et des cryptanalystes qui avaient déchiffré les codes navals japonais, savait que les Japonais prévoyaient d'attaquer l'île de Midway. Il connaissait la date, la direction, même les indicatifs d'appel. Il positionna ses 3 porte-avions, l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown, au nord-est de Midway en position d'embuscade. Lorsque la flotte japonaise s'approcha le 4 juin, les bombardiers en piqué américain surprirent 3 porte-avions japonais, l'Akagi, le Kaga et le Soryu, avec leurs ponts remplis d'avions armés et ravitaillés en carburant. Les bombes déclenchèrent des incendies catastrophiques. Les 3 porte-avions coulèrent. Un 4e porte-avions, le Hiryu, fut coulé plus tard dans la journée. Le Japon perdit 4 porte-avions de flotte, ses pilotes les plus expérimentés et sa capacité offensive dans le Pacifique. L'équilibre des forces bascula définitivement. 6 mois après avoir pris le commandement, Nimitz avait transformé le désastre en avantage stratégique. Le discret sous-marinier du Texas, que personne ne voulait, était devenu l'architecte de la victoire. L'état-major que tout le monde s'attendait à ce qu'il renvoie devint l'équipe qui remporta la guerre. Les porte-avions qui survécurent au 7 décembre, par chance, devinrent l'instrument qui détruisit la puissance navale japonaise. Et la doctrine qui mourut à Pearl Harbor, la croyance en la suprématie des cuirassés, céda la place à la guerre du futur. Porte-avions, sous-marins, renseignements et logistique. Décembre 1941 fut l'heure la plus sombre de la flotte du Pacifique, mais ce fut aussi le moment où la guerre navale américaine renaquit. La marine des cuirassés sombra sous des eaux huileuses. Un sous-marinier se tint sur le pont d'un sous-marin et hissa le pavillon d'une flotte transformée. Roosevelt avait choisi l'amiral que personne ne voulait, et ce faisant, il choisit exactement l'homme dont le Pacifique avait besoin.